Mathieu Hoc, on a là un maire qui nous dit voilà, ce n'est pas une affaire de route mais de délinquance avec une personne qui se croit toute puissante qui roule à tombeau ouvert dans la ville. Non, il a tout à fait raison. Déjà, on va avoir une première pensée pour la victime et puis pour ses proches et pour la famille et puis pour toutes les personnes qui perdent justement des proches et notamment des enfants. C'est d'autant plus dramatique de perdre un enfant à cause de délinquance sur la route. Effectivement, les faits de délinquance sur la route et de criminalité sur la route augmentent en France naturellement chaque année. On est à plus 19% depuis 2021. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'on a une culture de l'excuse qui crée finalement une sorte de culture d'impunité. Et il y a de plus en plus de gens qui se permettent de contourner les règlements de circulation, de contourner les lois, de contourner les règles, parce que justement, ils peuvent le faire parce qu'ils ne sont pas suffisamment sanctionnés. Et donc, la problématique que pose cette affaire-là, je trouve, comme on en a malheureusement beaucoup trop dans notre pays, c'est justement de revenir et de rompre avec cette culture de l'excuse et cette culture d'impunité qui aujourd'hui gangrène une partie de la société et qui naturellement alimente un flux de violence et un flux de délinquance massif sur les routes, mais finalement pas que malheureusement. Maître Alain Bensoussan, si aujourd'hui ce genre de phénomène se produit régulièrement, on a des habitants dans certaines villes, dans certains quartiers qui nous disent voilà, que certains motards roulent en faisant des roues arrière ou de manière complètement irresponsable aujourd'hui. Si on a des jeunes, les flux migratoires ne se tarissent pas finalement, mais se reportent par d'autres biais, par d'autres routes migratoires qui sont celles actuellement de l'Espagne et de la Grèce. Et ce qui nous laisse penser, c'est que finalement, cette solution, elle ne peut être qu'européenne. Oui, tout à fait, parce que de toute façon, la crise migratoire, elle n'est pas derrière nous, mais elle est devant nous. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés, on a 100 millions de personnes qui migrent chaque année dans le monde. 30% d'entre eux, donc 30 millions, ont comme destination finale, ont comme projet d'installation un pays européen, donc l'Union européenne ou le Royaume-Uni. Face à cette situation-là, effectivement, les routes migratoires se reconfigurent toujours de la manière suivante, c'est que dès qu'un pays est plus restrictif en matière de protection de ses frontières extérieures au niveau européen, alors évidemment, les migrants vont aller vers un autre pays, puisque de toute façon, via Schengen, peu importe par où vous rentrez, vous pouvez ensuite après librement circuler, c'est très simple. Et donc, face à cette situation-là, les pouvoirs publics européens n'ont qu'un choix, c'est de pouvoir protéger leurs frontières pour pouvoir davantage réguler. Or, ce que l'on voit sur la protection des frontières au niveau européen, d'une part, le budget alloué par l'Union européenne à la protection des frontières est infiniment faible. On est à 3% du budget européen parce que les pays d'Europe du Nord, notamment, ne veulent pas mettre davantage d'argent au pot commun pour aider les pays du Sud, d'Europe du Sud, donc l'Italie, la Grèce, l'Espagne, qui sont les pays qui sont le plus en difficulté d'un point de vue sécuritaire, puisque ce sont ceux qui sont les plus pauvres et qui ont les États les plus pauvres. Et donc, ça amène un deuxième point, c'est que pour pouvoir justement renforcer les moyens à la protection des frontières et pour pouvoir mettre en œuvre un blocus naval aux frontières en Méditerranée, il faut que les pays d'Europe du Nord jouent davantage le jeu. Et si les pays du Nord ne jouent pas suffisamment le jeu, il y en a marre que ceux qui veulent l'immigration n'en subissent pas les conséquences. Il faut que les pays européens du Sud fassent en sorte de faire remonter, comme aux États-Unis, les migrants vers ces pays-là, vers l'Allemagne, vers la Suède, puisque de toute façon, c'est vers là que les migrants veulent aller. Et donc ensuite, après, instaurer un rapport de force pour que ces pays-là puissent financer davantage la protection aux frontières. Allez, on va parler à présent de la rentrée scolaire qui concerne de nombreuses familles qui nous regardent en ce moment même. On est à 2 jours de cette rentrée scolaire et certaines familles ont décidé de faire instruction à domicile comme chaque année. Mais depuis la loi d'août 2021 qui encadre l'instruction en famille, il est plus difficile qui ne les concerne pas eux manifestement. Mais oui, tout à fait. Pour moi, ils payent et surtout, c'est que votre raisonnement vaudrait, je ne suis pas tout à fait d'accord, si par cas l'école de la République était une école qui justement permettait le nivellement par le haut, l'éducation à tous les enfants. Or, on a aujourd'hui beaucoup de familles qui fuient l'école, et on avait sorti nous un rapport sur ce sujet, qui fuient l'école malheureusement de la République, y compris les petites classes, parce que soit les enseignants ne sont pas assez performants, parce qu'il y a une baisse de niveau au niveau des enseignants, malheureusement, soit parce que l'école ne répond pas à leurs critères en termes d'accueil des enfants, parce que les classes, il fait chaud l'été, froid l'hiver, soit parce que justement il y a de l'insécurité à l'école. Et donc on a de plus en plus de familles quand même et notamment des familles de classe moyenne et de classe populaire, qui fuient malheureusement l'école de la République et qui cherchent du coup de nouvelles méthodes, en l'occurrence l'école à la maison. Pas que, mais ça en fait partie. On va devoir marquer une courte pause, on revient dans quelques minutes. On continuera à débattre de tous ces sujets. On évoquera
de prison avec à domicile ou un bracelet. Dans tous les cas de figure, on doit comprendre pourquoi on en est là. Mathieu Hoc. Oui, alors je pense que là-dessus, il faut effectivement être beaucoup plus ferme avec les criminels étrangers, notamment parce que ça pose une question de doctrine et de l'image qu'on veut renvoyer de notre propre pays. L'immigration, il faut qu'elle remplisse deux objectifs. Il faut que la personne qui arrive dans notre pays remplisse deux objectifs. Un, d'une part, qu'il soit utile au pays, c'est-à-dire qu'il contribue à la vie de la nation, qu'il travaille, qu'il ait un emploi, etc. Mais également qu'il soit en capacité de s'assimiler. Or, la problématique que pose quand même la criminalité est multirécidiviste. Là, on est quand même face à quelqu'un... 10 condamnations. 10 condamnations. Donc, c'est quelque chose qui est quand même impressionnant. Lorsqu'on en est un délinquant multirécidiviste, est-ce que cela démontre une volonté de votre part manifestement d'appartenir à la nation? Parce que lorsque vous êtes quand même... Vous pratiquez des choses criminelles ou de délinquance, vous, d'une certaine façon, pourrissez la vie des personnes qui vous accueillent d'une certaine façon. Oui, à minima, vous vous placez en dehors de la société. Et vous passez en dehors de la société. Donc, pour moi, la question n'est pas est-ce qu'il faut davantage expulser les récidivistes? Oui, la réponse est oui. C'est plutôt comment. Et là-dessus, il faut absolument que l'État, qui est impuissant sur la manière de faire exécuter les obligations de quitter le territoire français, puisse se donner les moyens de davantage pouvoir expulser les gens lorsque un juge justement administratif prononce une mesure de QTF. Et donc là-dessus, ça veut dire libérer les verrous qui sont liés aux OQTF, notamment administratifs, puisqu'on a aujourd'hui 20% des OQTF qui ne sont pas appliqués à cause de vices de procédure, parce que l'administration s'auto-bloque d'une certaine façon. Et puis, d'autre part, revoir la question de l'obtention des laissez-passer consulaires et donc de notre diplomatie à l'égard des pays dont sont originaires ces ressortissants. Et concernant la sanction, puisque cet homme a été condamné à 10 reprises, il était manifestement toujours en détention de son permis de conduire. Là aussi, l'effectivité de la peine et surtout elle permet d'arriver très rapidement à dès qu'il y a un premier délit, donc une première culpabilité qui est démontrée, de pouvoir justement frapper les délinquants. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important, parce qu'on a aujourd'hui une délinquance qui se juvénilise de plus en plus. On a de plus en plus de jeunes qui sont délinquants. J'en veux pour preuve un chiffre, notamment quand on regarde la comparaison des interpellations lors des émeutes entre 2005 et 2023. En 2005, on avait moins de 20% des émeutiers qui étaient mineurs. Or, aujourd'hui, on en a plus de 50%. Donc, avec des jeunes qui sont de plus en plus violents, je pense qu'il faut revenir sur ce type de mécanisme et avoir qui n'ont plus peur de la sanction. Et qui n'ont plus peur de la sanction, avoir justement une réponse, du coup, comme vous l'appelez, sociétale, qui permette justement, globalement, de répondre collectivement à un problème qui est posé par la société, puisque aujourd'hui, on n'est plus sur des phénomènes des faits divers, on est sur des faits aujourd'hui de société. Allez, on avance avec ces 50 jours bientôt 50 jours que la France n'a plus de Premier ministre. De retour en France après un voyage en Serbie, Emmanuel Macron assure faire tous les efforts pour faire le bon choix. Et le président de la République devrait prendre sa décision ce week-end. L'Élysée promet d'aller vite, mais en attendant, les Français s'impatientent. Selon une enquête publiée par nos confrères du Figaro, 7 Français sur 10 ne font pas confiance au chef de l'État pour nommer un gouvernement qui correspond à leurs attentes. Écoutez, toutes ces explications. Des candidatures qui se déclarent et parfois même improbables. Oui, oui, on va bientôt arriver à, je sais pas, Roselyne Bachelot et Jean-Vincent Placé. Peut-être, on a des noms assez folkloriques qui sortent. Mais en tout cas, ce qui est frappant J'ai pas voulu citer de nom, je me suis pas mouillé, mais pardonnez-moi, j'aurais pu en citer d'autres. Rien de personnel. Non, mais ce qui est frappant dans le sondage, c'est que autant la gauche divise, il y a 53% des Français qui approuvent la décision de ne pas avoir nommé Lucie Castet, mais 46% qui la contestent, ce qui est plus que l'étiage du nouveau Front populaire. Donc, sur la manifestation qui est annoncée le 7 septembre, les Français sont aussi assez partagés d'après cette étude. En revanche, Emmanuel Macron fait pas l'unanimité, mais quand même coalise d'une forte majorité. Il y a 2 tiers des Français dans cette étude qui considèrent qu'il est le principal responsable de la situation. Et surtout, sur les 74% qui pensent qu'il ne pourra pas nommer un gouvernement, qui n'ont pas confiance dans ses capacités à nommer un gouvernement qui réponde à leurs attentes, il y en a 39% qui n'ont pas du tout confiance. Et donc, c'est quand même énorme. C'est un score assez élevé. Ouais. Et sur les 26% qui gardent une certaine confiance, qui correspond à peu près au socle qui reste sympathisant d'Emmanuel Macron du bloc central, il n'y en a que 6% qui lui font tout à fait confiance, contre 20% qui ont plutôt confiance. Mais ça risque de poser un problème de légitimité du gouvernement qui sera nommé dans quelques jours.
Ah mais tout à fait, tout à fait. Et le problème de légitimité, il vient parce que c'est Emmanuel Macron qui nomme. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il souffre d'un déficit, évidemment, comme l'a rappelé, même d'une cote de popularité avec foncièrement, il y a 2 Français sur 3 qui sont très mécontents de l'action d'Emmanuel Macron, que ce soit dans son bilan ou son choix, ses choix politiques, notamment le choix de la dissolution. Donc ça démontre quand même que les Français en ont assez d'Emmanuel Macron, et surtout c'est que ça démontre que les Français considèrent qu'il n'a pas entendu le message qu'ils lui ont adressé à plusieurs reprises. Les Français, depuis juin 2022, ont dit à Emmanuel Macron, certes, nous vous avons réélu, Monsieur le Président de la République, parce que nous vous avons réélu pour justement vous défendre la France face aux crises, face à la guerre en Ukraine, face à la crise sanitaire, parce qu'on considérait que c'était mieux que ce soit vous plutôt que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. En revanche, sur votre projet politique, en juin 2022, ils ont déjà dit, Monsieur le Président de la République, il faut partager le pouvoir. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en majorité relative dès juin 2022. Et force est de constater que pendant 2 ans, il n'a pas entendu ce message-là puisqu'il a gouverné seul, avec justement cet épisode de la réforme sur les retraites où il l'a fait passer seul. Et donc, quand il pose la question aux Français après les élections européennes, quelle clarification politique vous voulez, forcément que les Français vont voter en sa défaveur. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron est le parti présidentiel qui a enregistré les pires claques électorales pour un parti présidentiel, et surtout qui a enregistré le pire démembrement de sa majorité puisqu'il a perdu plus de 100 sièges. 6h46 sur CNews, le rappel de l'actualité. Sociale, potentielle et politique déjà actuelle. Donc il dit allez-y, après on verra. Moi quand j'étais ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, j'ai pu être à la fois solidaire du gouvernement mais me positionner comme le candidat de la rupture. Donc allez-y, mais en tout cas vous pouvez pas vous continuer de vous réclamer partie du gouvernement en restant en dehors du gouvernement. Vous pouvez y aller et continuer d'exister malgré tout. C'est quoi le message qui est passé par Nicolas Sarkozy ? Il est à minima double. C'est que d'une part, il y a une ligne en fait qu'il dit, et qui est effectivement ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire que le pays est à droite et donc les attentes des Français sont à droite, et donc il faut un Premier ministre de droite. Et il prend beaucoup d'exemples, notamment en termes de liberté économique, en termes de sécurité, d'immigration ou même de politique éducative. Le deuxième point qu'il donne quand même pour les Républicains, c'est qu'un parti de gouvernement qui n'a plus gouverné depuis 2012 tend à ne plus le devenir. Et donc, comme les Républicains ont vocation à être un parti de gouvernement, alors il faut effectivement contribuer à un gouvernement et effectivement donc se rapprocher des macronistes. C'est une proposition qu'il avait faite dès juin 2022. La difficulté de la proposition de Nicolas Sarkozy, j'en vois une, c'est qu'en fait c'est Emmanuel Macron. C'est qu'en fait Emmanuel Macron ne voulait pas d'une alliance entre La République En Marche, Renaissance et les Républicains en juin 2022, alors que cette alliance-là, cet étiage-là faisait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Comment voudrait-il aujourd'hui une majorité relative, du coup, entre Renaissance et les Républicains, avec seulement 240 sièges, puisque ce serait à peu près le 220-240 sièges si l'on additionne les sièges Renaissance et LR. Et sachant que Emmanuel Macron a provoqué la dissolution parce qu'il avait peur d'une motion de censure des Républicains lors du vote du budget. Donc la difficulté de la proposition de Nicolas Sarkozy, c'est, je pense, Emmanuel Macron qui ne veut pas d'un accord de gouvernement avec les Républicains, car il ne veut pas totalement partager le pouvoir. Éric. C'est dans la Constitution et elle doit des comptes. Et si aujourd'hui les Français sont très défiants à l'encontre de la justice, il n'y a que 40% des Français qui n'ont confiance en la justice contre 80% pour la police ou 90% pour l'hôpital ou pour l'armée, c'est bien qu'il y a un problème et que la justice doit faire son examen de conscience sur ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La difficulté, parce que par exemple, si on prend l'exemple de l'expulsion des multirécidivistes étrangers, lorsque l'on voit les procédures qui sont à mettre en œuvre, donc là c'est plutôt sur la justice administrative. Déjà, il faut double procédure pour pouvoir expulser quelqu'un. Il faut prononcer une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retourner sur le territoire français. Donc ça fait 2 procédures et sur lesquelles effectivement il peut y avoir des vices de procédure. Je le disais tout à l'heure, 20% des OQTF sont annulés parce qu'il y a un vice de procédure, parce que c'est-à-dire qu'un juge estime que le dossier administratif n'est pas fait ou n'est pas dans les bons, ne correspond pas finalement à la forme attendue et avec parfois beaucoup de zèle. Et ensuite, le deuxième point que vous soulignez, c'est qu'un juge se prononce tout le temps en faveur ou non de est-ce que cette obligation de quitter le territoire français ne met pas en péril la vie de la famille de la personne avec laquelle vit le potentiel présumé sous OQTF. Or, la difficulté que ça pose, c'est que la société dans son ensemble doit justement se poser la question d'une personne qui aujourd'hui est multirécidiviste,
fait 5, 6, 10 et 10 fois condamnée. Est-ce qu'elle est en capacité aujourd'hui de s'assimiler à notre pays? Est-ce qu'elle est en capacité de respecter les règles? Si ce n'est naturellement pas le cas, et donc effectivement, cette personne-là devrait être expulsée. 7h38 sur CNews, on va parler politique. À présent, bientôt 50 jours.